Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue au bulletin de nouvelles de Télécœur. On commence avec le budget de la ville de Nicolet. Évidemment, c'est très important dans la vie municipale, dans la vie de tout organisme d'ailleurs. Le moteur de la guerre, c'est l'argent. Donc, Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet, je l'ai rencontrée et elle nous parle du processus qui a mené à l'adoption du budget de la ville de Nicolet. Geneviève Dubois, dépôt du budget, c'est quand même important dans la vie d'une ville, dans la vie annuelle d'une ville. Comment qu'on fait ça, un budget? Comment qu'on implique les gens autour de la table, à l'hôtel de ville, les citoyens, les élus, évidemment? Je ne sais pas comment ça se fait ailleurs, mais chez nous, depuis 3 ans, c'est vraiment une œuvre collective, c'est le cas de le dire. C'est que chacun des services vient présenter ce qu'ils vont avoir de besoin comme investissement, les projets qu'ils souhaitent porter, et pas juste les directeurs, mais aussi les employés de ces services-là qui viennent, puis nous, c'est par fiche budgétaire. Fait qu'ils nous arrivent, c'est le samedi, on passe quelques lundis, mais c'est un long processus là, que l'administration fait. Le conseil donne sa vision des orientations, puis ensuite, on passe un samedi ensemble où là, ils viennent nous faire des pitchs de vente. Puis après ça, on choisit les projets qu'on veut garder cette année. Il y a des projets qui vont être reportés parce que chaque projet a un impact aussi sur le compte de taxes. Donc, c'est une gymnastique, mais c'est vraiment quelque chose qui se fait chez nous dans le plaisir, dans le respect, puis dans la co-responsabilité. Donc, les gens voient comment ça se fait. Ils sont partie prenante. Donc, moi, je trouve que c'est une belle façon de mobiliser les gens autour des actions puis autour du budget. Évidemment, il y a des dépenses récurrentes. Une ville, bon, il y a de l'entretien normal, mais là, on a voulu innover avec un bureau de la transition écologique et de l'innovation sociale. Exact. En fait, tu sais, moi, j'aime ça présenter notre dollar quand on fait le budget. Là, c'est 93 sous sur le dollar qui est déjà tagué sur des projets de base. Donc, c'est 7 sous qu'on a pour pouvoir innover un peu. Chez nous, ça fait longtemps, je pense que la ville, on est reconnu pour poser des actions en matière de transition écologique, en matière d'innovation aussi. Il y a des innovations aussi dans le budget qu'on pourrait dévoiler un petit peu plus tard. Mais ce qu'on souhaitait, c'était de structurer ce bureau-là, puis de se donner les moyens de nos ambitions, puis d'assumer cette position aussi d'être leader en transition puis en innovation. Donc, il y a déjà 2 personnes qui étaient là. Maintenant, ils seront mieux structurés. Et c'est vraiment, ils vont être vraiment agiles et surtout transversales, donc accompagner tous les autres services pour être sûr que chaque fois qu'on réfléchit à un projet, il se fait à travers le prisme de la transition écologique et de l'innovation sociale. Il y a des départements que c'est peut-être moins un réflexe. Donc, voilà, donc une douzaine d'actions qui sont identifiées à travers ce bureau-là pour s'assurer qu'on verdit la ville, qu'on est plus résistant, plus résilient aussi au changement climatique, qu'on protège nos îlots de diversité, qu'on s'assure de développer des corridors écologiques. Donc, il y a plein d'actions qui seront portées par ce bureau-là. Et c'est assez unique. Il y en a un à Montréal, mais là, ce qu'on comprend, c'est qu'on serait la deuxième ville à avoir un bureau de ce genre-là dans l'ensemble du Québec. En fait, ce que mon équipe me disait après avoir fait une recherche, c'est que des villes de la taille comme Nicolette, ça ne se voit pas et c'est souvent dans les grands centres. Donc, pour l'instant, il y a effectivement juste Montréal qui a ça. Donc, évidemment, pour les citoyens, les gens qui paient des taxes municipales, les entreprises, le commercial aussi, à combien on peut s'attendre? Est-ce qu'il y a une augmentation et à combien on peut s'attendre? En fait, chez nous, on a travaillé fort, on a fait un exercice rigoureux et on est dans un contexte assez favorable ici. On a déjà vu des chiffres qui ont commencé à sortir dans les autres municipalités, du 4, du 5 chez nous, pour le commercial et le résidentiel. Donc, pour les gens, c'est une hausse de 2 du compte de taxes. Toujours à Nicolet. On avait du temps, donc pourquoi ne pas passer à l'Arena pour rencontrer notre ligue de vétérans joueurs de Nicolet. Et j'ai rencontré le responsable de la gang, un des responsables de la gang, où on trouve beaucoup de joueurs de 70 ans et plus, rien de moins. Donc, on regarde ça. Je suis avec Jean Brousseau, directeur des opérations de l'équipe senior de Nicolet. Comment ça va cette année, la concession? Je dirais qu'au niveau des assistances, on est satisfait. On a une bonne augmentation par rapport à l'an passé. La seule chose qu'on est en avant-dernière position, on aimerait s'améliorer notre place au classement.
Mais on a fait beaucoup de changements et on pense que d'ici à la fin de la saison, on va être compétitif. Puis pour être le but, dans le fond, c'est au niveau des séries éliminatoires d'être prêt. Là. Et la fréquence des matchs, c'est quoi? On joue une fois à Nicolet par fin de semaine? C'est comment? Comment ça fonctionne? En fait, il y a 22 parties dans la saison. On en joue 11 locales. C'est sûr qu'on ne joue pas à toutes les fins de semaine parce qu'il y a des restrictions au niveau de l'aréna. Il y a des tournois de hockey mineur et on a 22 games. Là. Mais normalement, il y a une rotation d'une game extérieure et une game locale. Évidemment, on parlait des performances sur glace. On va parler aussi des assistances. Es-tu mieux que l'année passée? Oui, ça, on est bien content de ça. Là. Cette année, je dirais qu'on a une augmentation de 50-60 % facile. Donc, c'est la deuxième année. Les gens s'identifient un peu plus. Alors, on espère que ça va continuer. En gagnant, c'est la recette, il va y avoir plus de monde. Et évidemment, une équipe de hockey, c'est des joueurs, c'est des partisans, mais c'est aussi des commanditaires. La communauté d'affaires de Nicolet, comment elle a répondu à l'appel? Oui, cette année, je dirais qu'il y a beaucoup d'améliorations. L'année passée, c'était la première année. Il y en a qui étaient, je dirais pas échaudés, mais peut-être débarqués du produit. L'année passée, on a quand même bien figuré après les fêtes et on a chauffé Louisville dans les séries. Donc, ça a donné un boost. Mais on est satisfait au niveau des commanditaires, là, ça c'est bon. Et pour l'année prochaine, est-ce on pense continuer l'opération hockey ici à Nicolet? Écoute, comme toutes les équipes, à chaque année, on fait le bilan à la fin de la saison. C'est sûr que l'année passée, on était à l'encre rouge. On ne peut pas être à l'encre rouge à toutes les années. Donc, la recette, ça prend du monde. Oui, des commanditaires, mais ça prend du monde qui nous suive, du monde qui nous encourage. Puis si la recette est bonne, pourquoi pas, on verra. Merci, Jean. Ça fait plaisir. Merci. On se déplace maintenant à Fortierville. Notre journaliste Caroline Desormiers s'est rendue à la clé de la galerie pour vous présenter les nouveaux locaux. Vendredi 1er décembre, je suis à Fortierville à la clé de la galerie parce que c'est une soirée de célébration. Oui, alors on écoute Sandra Bouffard nous parler de ce qui se passe ce soir. Journée porte ouverte, c'est vraiment toute la journée, ça s'est fait en 2 blocs. Puis on a reçu après-midi 25 personnes, des partenaires du CIUS, organismes communautaires. Puis ce soir, c'est vraiment des utilisateurs de services puis des gens de la municipalité. Puis vraiment on a débuté les services le 16 octobre dans notre nouvelle maison à la clé de la galerie, mais là aujourd'hui, c'était vraiment une journée porte ouverte pour inaugurer la maison puis montrer nos services. C'est vraiment tous les espaces de la maison. Sous le thème de vernissage, fait que chaque espace avait des photos qui étaient vraiment avec des thèmes persévérance ou quoi que ce soit avec les utilisateurs de services. Puis par la suite, on avait notre site web. Ça, c'était aussi notre autre coup de cœur à montrer aux gens. Comme quoi, c'est une autre porte d'entrée, une autre ressource pour les gens. Puis aussi, on a fait une vidéo promotionnelle pour comment je peux dire ça, du début des travaux jusqu'à l'ouverture de la maison. Oui, fait que là, on est le 1er décembre, fait que ça fait environ, on pourrait dire, 1 mois et demi que les services ont commencé. Puis on voit vraiment autant les jeunes que les adultes, une effervescence, le sentiment d'appartenance. Les gens avaient hâte, les jeunes étaient énervés, on voit vraiment même plus de personnes qui viennent à l'organisme et ils le voient comme une deuxième maison. Fait que même souvent, les gens, plutôt les enfants, quand ils viennent, ils ne veulent plus repartir. Fait qu'à quelque part, c'est vraiment nice. Puis, on a notre page Facebook aussi, mais le site web nous amène vers les pages Facebook. On a celle de la Maison des Jeunes pour les services de la Maison des Jeunes, puis celle de la Clé de la Galerie. Mais pour le site web, il me semble bien que c'est vraiment ça, le www.clédelagalerie.org. Un conseil d'administration bien heureux. C'est sûr qu'on est très content parce que ça fait longtemps qu'on cherchait un local là, pour que les gens aient vraiment un sentiment d'appartenance plus fort. La municipalité nous avait prêté un local, c'était parfait, on s'organisait avec ça, mais c'est sûr que d'abord nos locaux à nous, là, c'est vraiment merveilleux puis on est vraiment contents. Le processus a quand même été assez long. On a visité quelques maisons aussi. C'est sûr que quand on a trouvé celle-là puis qu'on est embarqué dans le processus, là, toute l'équipe était vraiment content là, d'entamer ça. C'est vraiment merveilleux. Dans le fond, nous, c'est ça notre but, dans le fond, là, c'est qu'on est capable d'offrir un organisme pour la famille, dans le fond, que ce soit des jeunes, des plus âgés, tout ça. On est content de pouvoir leur offrir un milieu pour eux. Là, c'est sûr que oui, ça a été comme... on a eu plusieurs hauts et bas. Là. On a une maison où finalement, ça ne marchait pas. Fait que c'est sûr qu'on allait être capable de l'offrir à un moment donné, mais on se questionnait plus
c'est quand qu'on allait être capable de le faire. Oui, on est très fiers, vraiment. Là, ça a été un beau projet. La clé de la galerie est un endroit qui laisse de beaux souvenirs chez les usagers. Ici, on fait des activités. Il y a l'aide aux devoirs. On fait quelques petits projets. Puis, on vient ici pour faire le plus souvent des activités. Des fois, des randonnées. Ça, c'est spécial. Puis, on va à des endroits, des fois. Souvent avec mes parents pour qu'ils viennent me porter. Puis après ça, ils me laissent puis ils repartent. Je l'ai connu parce que je venais à la patinoire. Puis un moment donné, on l'a vu. Après ça, maman, elle a vu des trucs sur Facebook. Elle s'est mise à venir, puis elle a regardé les trucs, puis on a commencé à venir d'en faire. On était dans une montagne, puis on a fait 13 km en marchant dans une montagne. Moi, au début, mon frère il a commencé à aller à la Maison des jeunes. Fait que quand j'étais petite, j'avais vraiment hâte d'y aller. Puis quelques années plus tard, ma mère elle a commencé à travailler ici pour le volet de l'aide aux devoirs. Fait qu'il y a plusieurs liens qui me relient à la clé de la galerie. Beaucoup la Maison des jeunes, parce que avant que je sois en secondaire 2-3, j'y allais beaucoup. Puis c'était beaucoup la Maison des jeunes que je faisais. Puis je pense que c'est surtout les animatrices qui m'ont marquée, là. Fait que il y a eu Joanie, tout le monde qui est ici. C'est comme ma famille. Parce que je connais tout le monde, puis tout le monde me connaît. Fait que... Est-ce que tu pourrais dire que... Oui, mais j'ai beaucoup moins de temps maintenant, là. Mais c'est toujours un endroit que j'aimais venir, là. C'est super, ça. Je viens faire des activités. Mon nom est Caroline Desormier pour Télécœur à Fortierville. Toujours dans le secteur de la MRC Bécancour, P.A. Lemay, aussi journaliste chez nous, était à Sainte-Gertrude pour l'inauguration d'un nouveau parc. Jeudi 30 novembre à Sainte-Gertrude, c'est une ambiance de fête et de célébration qui règne dans le village. Allons rencontrer la mairesse, Mme Lucie Allard, pour savoir qu'est-ce qu'il y en a. On célèbre l'inauguration d'un nouveau parc dans le secteur Sainte-Gertrude pour les 0-5 ans. C'est vraiment une super belle nouvelle parce qu'en plus, c'est un parc qui est à proximité d'un certain nombre de services de garde en milieu familial qui accueillent des enfants de cet âge-là. Mais évidemment, ce parc-là est pour toute la famille, pour tous les enfants. Ça va être vraiment un beau lieu de rassemblement. Ça a été un travail de concertation, de partage avec les citoyens du secteur pour qu'on puisse finalement arriver à ce résultat-là aujourd'hui qui répond vraiment aux besoins de la population. Donc, on est vraiment, vraiment heureux. Cette réalisation est un projet d'équipe. Et allons rencontrer justement le conseiller, M. Guillaume Carignan, qui nous explique pourquoi ça lui tenait tant à cœur. Comme je disais, avant même que je sois élu, j'ai travaillé beaucoup sur ce projet-là. Puis c'est aujourd'hui qu'on le réalise puis qu'on coupe le ruban rouge. C'est pas juste un parc qu'on inaugure aujourd'hui, c'est un lieu de rassemblement où c'est que les enfants et les parents peuvent se rassembler, faire des pique-niques, discuter. C'est un espace aussi qui va être idéal pour la création de nouveaux amis. Fait que pour moi, c'est pas simplement un parc pour enfants, mais il va avoir une vocation beaucoup plus grande. Le parc est vraiment bien situé. Il y a 6 garderies à proximité. Bon, évidemment, on n'a pas fait le parc exclusivement pour les garderies, là, vous comprenez, mais on est dans un quartier résidentiel qui était non desservi déjà par un parc. Vous savez, à la ville de Bécancour, on est quand même l'ensemble des élus là, sensibilisés pour les enfants, puis on sait qu'il manquait beaucoup d'infrastructures pour les enfants. Surtout ici à Sainte-Gertrude, il n'y en avait aucune depuis toujours. Fait que pour nous, c'était une priorité de peu importe où c'est que tu habites. Si tu es un enfant, mais tu as le droit et tu mérites d'avoir des belles infrastructures pour que tu puisses t'amuser. Donc, Jean de Sainte-Gertrude et les environs, c'est un appel à vous pour aller vous amuser dans les modules qui ont aussi été fabriqués par une entreprise locale, Goéla. Donc, sur ce, passez une excellente journée. Ici, P.A. Lemay pour Télécœur. J'ai eu l'occasion de rencontrer récemment Annick Michaud. Annick Michaud, c'est qui? C'est l'animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire à l'école secondaire La Découverte. J'ai rencontré également un participant d'un projet très inspirant de cuisine collective qu'on a en collaboration avec la Ludolettre. Donc, on regarde ça à l'instant. Je suis avec Annick Michaud, animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire à l'école secondaire La Découverte. Je l'ai eu. Je gagne-tu quelque chose? Oui, c'est ma reconnaissance éternelle. Et là, toi, bon, tu es ta 2e année ici à Saint-Jean-d'Aston ou la première? Là, je suis mêlé un petit peu. Deuxième année.
Deuxième année. Et là, moi, j'ai vu apparaître ça sur les médias sociaux, une super idée. On a maintenant une cuisine collective. Explique-moi pourquoi on est arrivé avec cette idée-là d'avoir un partenariat avec un organisme du milieu puis l'école en matière de cuisine collective. Mais dans le fond, à la base, c'est qu'il y a un organisme qui offrait des repas ici pour les élèves dans le besoin et elle a fermé malheureusement là, en début d'année scolaire. Donc, on devait trouver une solution pour offrir encore des repas aux élèves dans le besoin ici. Puis, j'ai eu l'idée que ce serait le fun de cuisiner avec des élèves de la découverte pour des élèves de la découverte et en collaboration avec l'organisme Ludolette qui nous a ouvert sa cuisine, qui est vraiment une cuisine où est-ce qu'on peut cuisiner de façon plus sécuritaire. Bien, ça nous a permis d'aller avec des élèves cuisiner des repas choisis par les élèves qu'on ramène à notre école. Donc, est-ce qu'ils font ça sur les heures de classe? Et c'est quel type d'élèves qu'on a qui vont aller faire la cuisine, justement? Bien, dans le fond, parce que ça développe plein de belles compétences, la cuisine, d'un, pour l'autonomie, apprendre à calculer les quantités, parce qu'on en fait quand même 35 portions, je vous dirais, une fois par mois. On a choisi les classes d'adaptation scolaire qui représentent, je vous dirais, environ 120 élèves qui vont venir avec leur enseignante, les membres du soutien et moi, et des bénévoles de Ludolette cuisiner là, à chaque mois une recette qu'ils choisissent en classe. Ils passent au vote entre eux. Dans le fond, nos critères, c'est que ça soit santé et que ça corresponde aux besoins des élèves et aux envies des élèves. Et je trouve ça intéressant. Tantôt, tu as mentionné de par et pour, là, des pour les élèves, par les élèves. Ça fait partie de ce que tu veux transmettre, toi, comme valeur là, au niveau de ton travail. Oui, moi, dans le fond, en tant qu'AFSEC, c'est toujours important pour moi de travailler pour le milieu de vie scolaire en collaboration avec la direction, les enseignants et les élèves, de bien comprendre les enjeux que peut vivre notre région ou l'école. Puis, j'aime énormément impliquer les élèves dans le processus, là, dans les solutions qu'on veut apporter, que ce soit au niveau de la solidarité ou au niveau particulièrement aussi des projets environnementaux qu'on mène là, dans l'école et dans la région. Et un axe qui est intéressant, collaboration avec un organisme communautaire. Donc, les jeunes vont découvrir qu'il y a des gens qui s'impliquent dans leur milieu. Comment ça se passe, l'interaction entre nos jeunes? Bon, évidemment, ils vont avec leur enseignante, avec toi, qui te connaissent, avec le personnel de soutien, mais d'aller là-bas, de rencontrer les intervenants de l'organisme, des bénévoles. Comment ça se passe, la dynamique entre eux? Bien, c'est vraiment le fun. Là, on a vraiment la chance d'avoir des beaux bénévoles là, qui nous soutiennent, qui prennent le temps de partager avec les élèves et qui prennent aussi le temps de montrer, par exemple, si on pense à des coupes qu'on souhaite et tout. Donc, ça peut être vraiment un échange très, très agréable. Puis, des échos que j'ai de Ludolette, là, j'aime beaucoup quand on prend le temps de faire des projets en lien avec les élèves. Ça favorise justement la notion d'entraide, d'autres réalités, parce que Ludolette agit à plusieurs niveaux. Donc, de connaître aussi comment ils agissent dans leur communauté, c'est vraiment intéressant pour les élèves. Puis, bien, nous, c'est pas le seul projet de solidarité. Donc, j'ai d'autres projets qui amènent les élèves à venir voir Ludolette. Fait que tout fait sens, là, tout se complète là, dans cette belle collaboration entre Ludolette et l'École de la découverte. Et c'est pas très loin, même pas besoin de noliser un autobus. On part, c'est quoi, quelques minutes de marche. Bien, bravo, Annick Michaud, animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire à la découverte à Saint-Honor d'Aston. J'étais à me promener dans le local Le Pouf et là, j'ai vu des jeunes en train de faire des choses. Et là, je me suis posé des questions. Et étant, c'est comme ça qu'on dit ça, qu'est-ce qu'on fait dans le local Le Pouf en ce moment? Des bombes de chocolat chaud, des biscuits, puis des carrés au guimauve. Puis pourquoi on fait ça? Pour un tirage dans les classes. Hein. Ça s'appelle royalement reconnaissant. Puis toi, t'aimes-tu ça, faire à manger d'habitude? Oui. Puis qui vous aide à faire ça? Laurie, Eliane, puis Mélanie. Puis est-ce que vous vous permettez d'en manger de temps en temps? Ben, on va en ramener, on a fait plus pour nous. Puis, outre des bombes de chocolat, c'est comme ça qu'on appelle ça, est-ce que vous faites d'autres choses dans le cadre de vos cours avec Claudia? C'est qui? Claudia Laurie, excuse-moi, je me suis mêlé. Laurie Bourgeois, qu'est-ce que vous faites aussi dans le cadre de vos cours? Des ustensiles. Ah, vous assemblez des ustensiles? Oui. Puis vous êtes aussi service royal. C'est quoi ce service royal? Ben, on aide les profs dans l'école. De rendre service. Ouais. Bien, félicitations à toi, puis félicitations aussi à tous les élèves de ta classe. Bravo. François Poisson a cet été rencontré Jean-Guy Baudet, le maire de Sainte-Sophie-de-l'Évrard, mais
chose cocasse. Il ne l'a pas rencontré à Sainte-Sophie, il l'a rencontré à Sainte-Monique, mais il a profité de l'occasion pour s'entretenir avec lui de sa municipalité. Je suis avec Jean-Guy Baudette, qui est maire de Sainte-Sophie-de-Lévrard. Bonjour. Salut bien. Alors aujourd'hui, on est à la fête des voisins de Sainte-Monique. Ben oui, on est venu faire un tour. Parce que c'est pas des voisins, mais quand même. Ben, pas proche, mais quand même. Je veux dire, non, c'est à cause que j'ai un conseiller municipal qui est directeur municipal ici à Sainte-Monique. Puis il voulait toujours que je vienne voir l'église, que je vienne voir les installations de Sainte-Monique. Très intéressant, très beau village. Est-ce qu'on vient chercher des idées? Tout le temps. Partout. Bon, ben là, si on a un agent infiltré, ça aide. Ah oui, c'est ça. L'espionnage, pas industriel, mais l'espionnage, non, c'est bon, ça. Non, c'est le fun de voir ce qui se fait ailleurs pour être capable peut-être de trouver des petites idées. Vous avez une fête des voisins, vous, ça? Sainte-Sophie, elle s'appelle comme ça aussi? Oui, au printemps, on a une fête aussi, mais on a le Festival des Cinq Sens normalement durant l'été, mais depuis la pandémie, puis avec les travaux qu'on a présentement, c'était remis. Probablement pas à l'an prochain, parce que l'an prochain, on a encore des travaux qui vont continuer, parce que le village n'est pas terminé. Mais après, on va pouvoir recommencer à faire les festivals. 2 ans de travaux, parce que là, c'est pas rien là, ce qui se passe à Sainte-Sophie. Non, on refait le village au complet, les 3 services, et c'est toutes les rues qui sont refaites au complet. Il faut dire que nous autres, c'était fini. C'était vraiment fini et les gens attendaient depuis longtemps. Toujours une question de subvention, de programme, puis que ce soit abordable pour les gens. Fait que cette année, c'est la bonne année et le village au complet s'est refait. D'ailleurs, on a réglé le problème de vitesse dans le village. Personne ne se plaint parce qu'il ne passe aucune voiture, c'est barré partout. Quand on dit 3 services, c'est aqueduc, égout, pluvial, c'est ça? Oui, en plein ça. Trottoir et tout. Donc, mon Dieu, Sainte-Sophie va en profiter pour se refaire une beauté. Effectivement, parce que l'année prochaine, c'est notre 150e à Sainte-Sophie. Fait que le village va être refait à neuf. Encore pour au moins, on va espérer 100 ans. Là. Est-ce qu'il y a un comité qui planche là-dessus? On commence à regarder, là, faire les recherches un peu. Et c'est juste qu'avec tous les travaux qu'on a présentement à faire, puis aussi on possède l'église depuis 2019, c'est la municipalité qui possède l'église, on regarde tout ce qu'on pourrait faire justement pour arrimer avec une nouvelle vie au niveau du village et de toutes les installations l'an prochain. Ça serait comme dire, bon, Sainte-Sophie... fait peau neuve et pas encore 100 ans, on est remis à neuf. L'église avec le plus bel aménagement paysager autour. Oui, effectivement, c'est des jardins, c'est des parcs. En plus, on a un sentier carrément en arrière. Fait que les gens se promènent dans le centre du village, ils peuvent aller jusqu'à la rivière à l'arrière. Fait que pour la qualité de vie, je pense que c'est génial. On a planté il y a plusieurs années près de 300 arbres dans le village, justement pour avoir une meilleure qualité de vie. Mais je pense que les gens en profitent aussi. C'est ça qui est le fun. Donc là, fêter le 150e avec des travaux encore en cours dans le village, ça va être un peu particulier? Ça va être plus difficile un petit peu, mais on veut fêter probablement fin de l'année, en automne, quand les travaux vont être terminés dans le village et les travaux qu'on veut effectuer au niveau de l'église aussi pour, on appelle ça notre centre communautaire à ça. Ça devrait être terminé pour fin de l'automne et on devrait faire une inauguration autant du village, de nos installations, fin de l'année prochaine. Donc là, cette année, il y a eu jusqu'à des fermetures complètes de tronçons, vous le disiez. Fait que ça, pour les commerçants, entre autres, ça a dû graffiner un peu, là? C'est très difficile. Effectivement, on regarde comme la cantine Les Tentations des Anges, même le dépanneur a beaucoup de difficultés. C'est pas évident parce que c'est très difficile. Oui, il y a une possibilité d'accès, mais les détours parfois sont longs et c'est pas évident. C'est pas une bonne année pour les commerces. L'année dernière, il y avait eu le pont qui vous relie à Sainte-Marie. Déjà, ça isolait une petite affaire. En plus, il y avait des détours à cause de ce qui se passait à Saint-Pierre-les-Béquets. Donc, vous y goûtez, là? Ah oui, cette année, là, c'est le village au complet. Au moins, le ponceau, le fameux pont, est refait. Ça, au moins, c'est bien. Mais c'est ça, on y regoute encore cette année. Sauf qu'on a des travaux aussi dans le rang Sainte-Agathe et Saint-Jacques. Fait que ça aussi, il y a encore des détours qui sont installés là présentement. Mais après ça, on va avoir la paix, ça va être en neuf, mais on n'a pas le choix en réalité. C'est tu fais des travaux quand on a les subventions. Sinon, tu
tu peux pas y faire. Hey, c'est 4 millions d'investissements juste pour les 2 bouts de rang qu'on fait. Fait que t'as pas le choix. Si t'as pas de subvention, tu peux pas y faire. Et ça prend des années à avoir les subventions. On les a là. Fait que c'est plate pour les gens. Mais je pense que les gens sont contents. Hein? Les gens ils apprécient beaucoup parce qu'enfin, ça se fait. Parce que ça fait des années. Juste le village, je pense. On niaise, là. On dit ça fait 20 ans, c'est fini. Ben, peut-être pas 20 ans, mais ça fait au moins 10 ans là, qu'on dit qu'on a des trous partout parce qu'on n'arrête pas de faire des... Il y a des bris d'eau. C'était dû. C'était vraiment dû. Fait que là, ça va être fait. Les trottoirs en neuf. Tout va être propre. Ça va être super le fun. Dans les 2 rangs, est-ce que c'est les 3 services aussi, c'est les travaux? Non, dans les 2 rangs, il n'y a pas de service. C'est la chaussée, mais le fond était... Le fond de la route était pas bon. Fait qu'ils ont plein faut qu'ils aménagent les fossés, il faut qu'ils réaménagent toutes les traverses, il faut qu'ils refassent aussi la chaussée pour la remonter, pour qu'elle soit... Bon, que la chaussée... On refait l'asphalte aussi, sauf que pour que ça soit solide, il faut vraiment... On peut pas juste faire des patchs, hein. C'est pas vrai, là. Il faut vraiment faire des travaux majeurs, et c'est cette année aussi. Parce qu'au printemps, on vit des émotions dans les rangs, là, parce que, mon Dieu, on a peur de briser nos véhicules, tu sais, c'est quelque chose. Ah, c'est effrayant, parce que surtout le bout de rang que tu parles, c'est encore pire, là, parce que ce rang-là, en réalité, a servi de détour pendant 1 an et demi, et c'est pas des rangs qui sont capables de supporter un transport lourd, c'est ça. Fait que ça a massacré le rang sans bon sens. Puis... tant qu'il y a de l'eau partout, on ne peut pas rien faire, on ne peut pas niveler, on peut pas... Sauf que là, il y a des travaux. C'est dans ces rangs-là qu'on fait des travaux majeurs. Fait qu'on devrait être correct, puis il n'y a plus de détour dans ce coin-là. Qu'est-ce qui va rester, donc, première moitié 2024 comme travaux? C'est que là, présentement, au niveau du village, on fait que la 218. La partie voirie municipale, pas municipale, la voirie provinciale. Fait que ça, ils ont une obligation que ça soit terminé pour début novembre. Fait que ils se concentrent sur cette partie-là. Et après, l'année prochaine, on va faire le restant du village. On a 2 rues, on a après ça la 226 qui s'en va vers Sainte-Marie, côté ouest. Fait que ça va être ça qu'on va vraiment faire l'an prochain. On peut voir cette année à Saint-Pierre à quel point, une fois que c'est fait, là, c'est beau, ça roule bien, mais non seulement ça, il y a des élargissements de certaines voies, bon, les trottoirs, comme vous dites. Fait que c'est ça qu'on va voir aussi à Sainte-Sophie? Oui, c'est ça. On va voir, c'est ça, tout va être en neuf, les trottoirs. Nous autres, les trottoirs étaient cassés. Les gens avaient de la difficulté à marcher sur le trottoir parce que c'était dangereux à force que tout était brisé. Sauf que là, ça va être complètement neuf. Avec les trottoirs à cette heure, la nouvelle manière de faire les trottoirs, c'est plus des baisseurs, là, que les gens s'enfargent. C'est vraiment bien fait, là. La différence va être énorme. Puis en plus, on va installer, comme au centre du village, traverse piétonnière. On va essayer d'arranger ça, que ça soit encore plus sécuritaire pour les gens, parce que là, l'asphalte va être en nœud. On va avoir le retour de la vitesse, malheureusement. Mais dans les entrées aussi de la municipalité, avec le ministère, on a essayé de... Il y a des... Comment? Les radars pédagogiques, c'est ça? Oui, on a installé, mais ça fonctionne à 50 % et les gens, les récalcitrants, ça marche pas. Sauf que avec le ministère, il y a des aménagements qu'on peut faire pour donner l'impression que la rue se rétrécit, puis psychologiquement, ça marche pour un certain nombre de personnes. Fait que c'est ça qu'on va réinstaller, puis... Fait qu'en tout cas, on espère que les gens vont être coopératifs puis vont faire attention parce que c'est pas évident. Avec une belle chaussée neuve, là, ça va rentrer dans le village. Fait que, en tout cas, on espère. On va demander aux gens d'être prudents. Et là, une fois que les travaux d'infrastructure vont être terminés, le conseil municipal va pouvoir porter son attention sur d'autres choses, développer loisirs, culture, des choses comme ça. Oui, effectivement, parce qu'il y a encore beaucoup de projets sur les tablettes, parce que juste au niveau du sentier en arrière, nous autres, l'école se sert du parc en arrière. Puis c'est vraiment important, puis pas juste les enfants, mais on a une école ressources qu'on appelle, une école primaire ressources. Puis je les trouve génial. Les profs qui sont là, ils font des miracles, ça n'a aucun sens. Mais moi, j'ai un petit neveu là, qui a été transféré à l'école. Puis là, à cette heure, il haïssait l'école. Mais là, il aime ça. Je dis, pourquoi tu aimes l'école? On a 7 récrés par jour. Non, il n'y a pas 7 récrés, c'est beau. Les profs font beaucoup d'éducation à l'extérieur. Ils rouvrent les portes, les enfants tombent dans le bois. Ça court comme des chevreuils. Fait que là, ils s'épuisent, je veux dire, après ça, ils sont capables d'avoir la concentration. Non, c'est super le fun. Je veux dire, fait qu'il faut continuer, il faut donner à ces générations-là
un plus. Puis c'est notre relève, là. Dans quelques années, ils vont prendre notre place. Puis ces jeunes-là, moi, je trouve que, oui, il y en a qui sont en difficulté, mais c'est pas à cause qu'ils sont pas brillants. C'est juste qu'ils manquent de concentration. Ils ont du gaz. Fait que, gars, on peut-tu leur donner un peu plus, là, pour qu'ils puissent être capables d'aimer l'école? Parce que mon petit neveu, c'est ça à cette heure. Il braille quand il y a une journée pédagogique. Parce qu'il trouve ça plate. Il aime ça à l'école. Les profs ont gagné. Là. Cette école-là a gagné quelque chose. Hein. Fait que c'est ça qu'il faut continuer à miser, la qualité de vie, l'environnement, puis donner le plus possible à ces gens-là. Pas juste les jeunes aussi, nos personnes âgées, ils servent aussi beaucoup du sentier en arrière. Fait que c'est là-dessus qu'on va miser. Puis on a encore des rangs aussi à refaire. Là, on va dire, on a 60 km de chemin à Sainte-Sophie. Là. Pour 740 quelques habitants, 62 km de chemin, c'est quelque chose. C'est lourd. C'est vraiment lourd. Fait qu'on a d'autres aussi à s'occuper puis à essayer d'améliorer. Maintenant que les subventions sont là, on va continuer à les améliorer. On parle d'environnement, Monsieur le maire. Vous êtes aussi d'une famille de production agricole. Impliqué, vous aussi, là-dedans. Changement climatique, l'été qu'on a connu. Oui, non, cette année, c'est très difficile. L'agriculture, c'est très difficile. Nous autres, on est chanceux au niveau de la ferme. On n'a pas de petits grains. Fait que tant mieux, parce que ceux qui ont fait de l'avoine, qui ont fait de l'orge, du blé, c'est très, très, très difficile. Fait que c'est pas une bonne année. Juste le foin, le fourrage, on a eu de la difficulté à l'avoir. C'est pas une bonne année. Cette année, d'ailleurs, on a encore des mouches, comme tu peux voir, des petites mouches noires. Là. D'habitude, en septembre, on n'a plus ça. Là. Mais cette année... Si ça se mangeait, ça allait... Ben, d'ailleurs, on en mange... On en mange de temps en temps, là, puis on s'étouffe, là. On fait juste ouvrir la bouche, puis on en mange. Mais, ouais, c'est ça, si on pouvait les recapturer, il y a sûrement beaucoup de protéines là-dedans, hein? Mais on va laisser faire. On oublie cette année-là, agriculture, petite mouche, et puis on va aller se promener à Sainte-Sophie-Lévrard. Certainement. Puis, gare, à minute qu'on a certaines annonces à faire, je t'invite à passer à Sainte-Sophie. Merci, Monsieur le maire. Jean-Guy Baudette, premier magistrat de Sainte-Sophie-Lévrard. Merci. Merci. La mairesse de Sainte-Marie de Blandford, Ginette Deshaies, a reçu le 28 novembre dernier un hommage du député Donald Martel à l'Assemblée nationale. Donc, il a fait une déclaration à cette occasion. On regarde justement l'allocution de M. Martel. Maintenant, je cède la parole à M. le député de Nicolet-Bécancour. Madame la Présidente, je souhaite aujourd'hui souligner la contribution de Madame Ginette Deshaies, une mairesse passionnée pour sa municipalité. Dès 1997, Mme Deshaies se fait élire mairesse de Sainte-Marie de Blandford. Il faut souligner qu'à cette époque, Mme Deshaies est la seule femme à occuper un poste de magistrate au sein de la MRC de Bécancour. Elle dirige les destinées de la municipalité pendant les 15 années suivantes jusqu'en 2011, année où elle décide de se retirer pour des raisons familiales. Attirée par les nouveaux défis qui se présentent, Mme Deshaies se fait réélire en 2017 et elle est toujours aujourd'hui mairesse de sa municipalité. J'ai connu Mme Deshaies lors de nos nombreuses rencontres à la MRC. J'ai pu alors constater que c'était une personne rassembleuse, très déterminée et très impliquée dans sa collectivité. Au nom de tous mes concitoyens, je remercie sincèrement Mme Ginette Deshaies et lui rends hommage pour sa longue feuille de route au service de sa municipalité. Merci, Ginette. Merci, Monsieur le député. Toujours du côté du député Donald Martel, il a tenu à saluer le beau travail du club nautique de la Batture. Donc, il a fait un communiqué de presse à ce sujet-là. Je vous en lis des extraits. Alors qu'il participait à une soirée de financement du club nautique, le député Donald Martel a tenu à saluer le travail de ses administrateurs qui a finalement conduit à l'obtention des sommes nécessaires à l'achat de nouveaux quais et de nouvelles installations. Les responsables du club devaient en effet absolument trouver du financement rapidement à la suite de l'inondation de l'été dernier. Et c'est une réclamation faite auprès du ministère de la Sécurité publique du Québec qui a permis de recueillir les sommes nécessaires. Je cite M. Martel, « L'inondation de l'été dernier a non seulement emporté les quais, mais elle a failli entraîner la fermeture du club nautique. Cela aurait été très dommage parce que ce club fait partie du paysage nicolétain depuis des décennies et qui contribue à diversifier l'offre des loisirs à Nicolet. Je suis donc très heureux de la tournure des événements et je veux saluer en particulier le travail de M. Louis Rousseau et François Beausègle. »
Donc, notons que la soirée de financement à laquelle a participé M. Martel prenait la forme d'un souper perche chaude. C'est bon, de la perche chaude, j'adore ça, de la perche chaude. Qui a rassemblé, ça c'était pas dans le communiqué, qui a rassemblé une centaine de convives, dont la conseillère municipale France Trudel et les administrateurs du club nautique de la Batture. Donc, bravo à tous. Je vous parle maintenant du Carrefour Jeunesse Emploi. Sa directrice, Annie Richard, a rencontré justement Donald Martel. Donc, on voulait lui faire part de revendications. Donc, on veut proposer au gouvernement du Québec une modernisation des Carrefours Jeunesse. On veut, de cette façon, améliorer, mieux répondre aux besoins émergents et aux aspirations des jeunes du Québec. La proposition de transformer les CJE en Carrefour Jeunesse marque l'intention de faire connaître pleinement l'universalité des CJE en accueillant et accompagnant tous les jeunes sans exclusion. Donc, c'est un dossier à suivre. Et Mme Richard s'est dite satisfaite de la rencontre qu'elle a eue avec M. Martel. Donc, peut-être, comme ailleurs au Québec, notre Carrefour Jeunesse, ici, dans Nicolet-Bécancour et Grande-Aveilleville, pourrait avoir des changements. Donc, un dossier à suivre. On a eu des informations tout récemment sur l'augmentation ou la diminution de population dans notre secteur. Et Nicolet, qui l'emporte, on pourrait dire, remporte la palme avec une hausse de 2,5 % de sa population. Donc, la population de Nicolet est passée de 8 510 habitants à 8 726, une des hausses les plus importantes de la région, ce qui, donc, satisfait la mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois. Je la cite, « La valeur des permis a été plus de 24 millions de dollars en 2023, ce qui reflète bien le dynamisme économique toujours présent à Nicolet. L'année 2024 ne fera pas exception. Ne fera pas exception exactement avec de nouveaux développements domiciliaires qui devraient être prêts à construire pour les phases 3 et 4 du Faubourg du Ruisseau, le Boisé du patrimoine, ainsi que plusieurs autres projets de densification urbaine. Les familles sont nombreuses à nous choisir, principalement pour les avantages d'une importante ville, notre proximité avec la nature, ainsi que nos valeurs environnementales et d'innovation. Malgré que Nicolet soit en croissance depuis près d'une dizaine d'années, l'arrivée de la filière batterie chez nos voisins aura aussi très certainement un impact, souligne la mairesse Mme Dubois. Bien justement, ailleurs dans le secteur, notre territoire, on peut dire que c'est une petite baisse qu'il y a eu à Bécancour. On est passé de 14 733 à 14 438. Mais on pourrait dire que ça va sûrement augmenter dès cette année avec, justement, comme mentionnait Mme Dubois, la filière batterie. On a eu des hausses du côté de Deschaillons sur Saint-Laurent, Manceau. On a eu des hausses du côté de Sainte-Françoise, Sainte-Marie-Blanford, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Saint-Pierre-les-Béquets. Augmentation également du côté d'Aston-Jonction. On est passé de 441 habitants à 456. Augmentation aussi du côté de Baie-du-Fèvre, Saint-Célestin-Village. Saint-Léonard-d'Aston, on est passé de 2570 habitants à 2621. Du côté de Saint-Wenceslas, on a augmenté de 6 habitants. Saint-Zéphirin-de-Courval a vu aussi une augmentation. Sainte-Eulalie, et Sainte-Monique. Donc, c'est bon signe. On va se dire, quand la population augmente, c'est une bonne nouvelle. Je vous parle maintenant du plan d'urbanisme de Nicolet. Donc, Nicolet va se lancer en 2024 dans une refonte de son plan d'urbanisme et des règlements qui lui sont associés. Fidèle à elle-même, la ville de Nicolet souhaite réaliser cette démarche de façon audacieuse et novatrice afin de répondre aux défis sociaux et environnementaux. Soucieuse d'impliquer activement sa communauté, la municipalité optera pour une approche de co-construction, invitant les résidents et résidentes à participer à sa révision. Je cite toujours le communiqué de presse. L'ensemble de la démarche vise à intégrer les aspirations et les expertises variées de la population, créant ainsi une vision urbaine en phase avec ses besoins émergents. Je cite maintenant Mme France Trudel, mairesse suppléante. Dans un monde en constante évolution, notre ville doit être à l'avant-garde de la planification urbaine en reflétant les aspirations de notre communauté. La révision du plan d'urbanisme n'est pas seulement une nécessité, c'est une réponse proactive aux enjeux de notre milieu. En unissant nos forces, nous façonnerons ensemble un avenir urbain, résilient, inclusif et durable.
Donc, évidemment, ça va amener plein de changements, hein, comme on mentionnait en introduction. Pas juste le plan, mais les règlements qui s'y rattachent. Donc, on veut en faire un outil de transformation de la vie à Nicolette. Toujours à Nicolet, on en est venu à une entente de 2 ans qui vient d'entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Donc, l'entente est avec la Société protectrice des animaux de Drummond pour, justement, les services animaliers sur le territoire de la ville. Cet organisme, comptant sur une équipe de 23 personnes et desservant près de 60 municipalités au Québec, ramasse ainsi plus de 5000 animaux par année. Donc, on va avoir, au niveau des services offerts par la Société protectrice des animaux, l'émission des licences et médailles pour les animaux des résidents, capture des animaux errants en plus de les garder ou en disposer conformément au règlement, recueille tous les animaux morts, évidemment à l'exception des orignaux, des ours et des animaux agricoles, sur le territoire de Nicolette, en plus d'en disposer conformément au règlement en place. Aussi, on aura un accès par téléphone en tout temps et on va avoir également une fourrière municipale accessible 40 heures par semaine. Donc, on précise également du côté de la ville de Nicolet que le contrat représente pour 2024 une dépense de 3,51 $ par citoyen, déjà incluse dans le budget municipal. Je cite France Trudel. Compte tenu de l'échéance du contrat avec le proposé à la réglementation et contrôleur animalier, il nous fallait mandater un organisme reconnu pour son expertise concernant la gestion des animaux. Après avoir étudié le tout, nous avons opté pour la Société protectrice des animaux de Drummond, vu l'éventail de services offerts et l'expertise en place. Ainsi, les Nicolettaines et Nicolettains bénéficieront d'un service bonifié 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en plus de pouvoir payer le renouvellement des licences pour chats et chiens directement en ligne. Donc, du nouveau du côté de Nicolet. Je vous parle maintenant, pas juste de Nicolet, mais de l'ensemble de la MRC Nicolet-Yamaska. On a eu une communication concernant les bons coûts de l'aménagement du territoire. Donc, on mentionne qu'il y a plusieurs projets d'aménagement qui pourront voir le jour un peu partout dans la MRC grâce au fonds de soutien aux projets structurants du territoire financé par le volet 2 du fonds Région et Ruralité. Donc, on a adopté récemment au Conseil des maires 6 projets totalisant 267 790 $. Donc, c'est des travaux qui sont évalués au total à près de 1 473 000 $. Je cite Mme Dubois, la préfète, « Tous ces projets qui verront le jour sont des exemples concrets de retombées directes pour la population en termes de services et d'infrastructures communautaires. Nous sommes heureux d'offrir un soutien qui permettra de rendre nos communautés attractives », commente donc Mme Geneviève Dubois. Notons également qu'un second appel de projet avait lieu au même moment, soit pour le grand projet « Un territoire en transition ». Et là, on n'est pas dans le volet 2, on est dans le volet 3 du Fonds Région et Ruralité. 2 projets ont été recommandés, ceux de la ville de Nicolet et celui de la ville de municipalité de Sainte-Monique. Donc, on a obtenu du côté de Nicolet une contribution de 35 000 $ pour son projet « Consolidation de corridors de connectivité écologique par la conservation volontaire, même son de cloche pour la municipalité de Sainte-Monique pour son projet « Une municipalité qui cultive son avenir », qui vise à développer une communauté nourricière. Donc, c'est ce qui s'est passé au point de vue de l'aménagement du territoire. Un autre beau projet, ça j'aime ça moi, l'accueil des personnes immigrantes. Hein, si on va avoir des gens qui viennent chez nous et qui y restent, qui soient des activités, qui soient des actifs pour la communauté, bien évidemment, il faut les accueillir, bien les accueillir. Donc, on a lancé, dans le cadre du projet Immigration, on aura des rencontres hebdomadaires de co-développement afin d'outiller et d'informer les entreprises, les municipalités et les citoyens vivant de près ou de loin avec la réalité d'une personne issue de l'immigration. Et c'est Marthe Rocheteau, psychosociologue et consultante certifiée spécialisée en communication interculturelle, qui va animer ces rendez-vous. Donc, les personnes participantes pourront échanger sur plusieurs thématiques touchant l'immigration, soit, par exemple, l'adaptation culturelle, la culture et la communication
interculturel, on va le voir, l'accueil et l'intégration et le jumelage interculturel. Geneviève Dubois, je la cite, « Toutes les municipalités souhaitent que l'intégration de nos personnes immigrantes se déroule bien, c'est-à-dire dans l'harmonie et le respect de leurs besoins. Grâce à cette initiative, nous souhaitons outiller les personnes participantes à mieux comprendre la réalité d'une personne immigrante qui prend place dans notre communauté. » Donc, les rencontres auront lieu tous les mercredis de 12h45 à 13h45. Ça a commencé le 6 décembre. Et on peut communiquer pour en apprendre davantage avec Ariane Fréchette à la MRC Nicolet-Yamaska. On la rejoint au 819-519-2997, poste 2246. Donc, 819-519-2997, poste 2246. Toujours en matière d'immigration, on se déploie également dans la MRC de Bécancour avec le PAI. Qu'est-ce que ça veut dire, le PAI? Le projet d'accueil et d'intégration solidaire qui a lancé rien de moins qu'un livre. Quelle bonne idée! Un livre qui s'appelle « Explore les métiers dans la MRC Bécancour ». Et c'était réalisé par des jeunes issus de l'immigration. Donc, ça s'est fait, il y a eu un lancement le 5 novembre dernier au Salon du livre de Parisville. Très bonne idée de faire un Salon du livre à Parisville. Donc, on a lancé ça et ça satisfait beaucoup, entre autres, Mme Caroline Dion, qui était présente. Qui est Caroline Dion? C'est la directrice de la table régionale de l'éducation du Centre du Québec. Donc, pendant un an, très jeunes, c'est quand même quelque chose, ont travaillé à ce livre-là, ce projet d'écriture collective pour faire découvrir les métiers de la région. Et on peut se le procurer en communiquant justement avec le PAI, le programme d'intégration solidaire, qui sont maintenant situés à Deschaillons, si je me rappelle bien. Mais ils ont une page, ils sont très actifs sur les médias sociaux. Donc, PAI, là, rentrez ça, vous allez trouver ça facilement. On a une belle région. On a une belle région. Moi, j'ai découvert ça. Je connaissais mon coin, là, mais pendant la pandémie, j'ai été touriste chez nous et j'ai continué, j'ai jamais lâché. Mais justement, tourisme, on a des entités qui travaillent à faire découvrir notre coin à nous autres qui restent ici, mais aussi à des gens d'ailleurs. Donc, Tourisme Bécancour a déposé son bilan pour la saison 2023. Donc, on avait lancé une campagne à l'été, justement, qui s'appelait Destination Bécancour. Et on invitait les gens à visiter les attraits bécancourois. Et on a enregistré au Bureau d'information touristique une hausse impressionnante de 67 %, quand même quelque chose. En effet, depuis le 1er janvier 2023, c'est quelques 5 869 visiteurs qui ont franchi les portes du Bureau d'information touristique sur le bord de la 55, là, si je me rappelle bien, là, près de Fromagerie Lancette du marché Godefroy. Donc, ça vaut le détour. C'est un déplacement payant, comme on dit. Donc, au niveau de... donc, c'est à Saint-Grégoire. Il s'agit de 2658 voyageurs de plus qu'en 2022. On a eu des gens qui ont arrêté au bureau en provenance de l'Ontario, des États-Unis, de la France et même du Royaume-Uni. Rien de moins. Donc, c'était une occasion pour les gens de se faire, justement, apprendre, découvrir les attraits touristiques à Bécancour. Évidemment, il y avait beaucoup de gens de par chez nous. 54 % de la clientèle provient de la Mauricie et du centre du Québec, tandis que 10 % est environnante, des régions environnantes et 8 % de l'extérieur du Québec. Excusez-moi. Et au niveau des raisons motivant les visiteurs à arrêter au bureau, on parle de découvrir les attraits touristiques ou encore se procurer des guides et des informations en vue de planifier leur voyage. Aussi, on note dans notre bilan 2023 de Tourisme Bécancour des circuits qui ont gagné en popularité. On parle entre autres du trolley offert tous les dimanches de la Fête du Canada, la Fête du Travail, qui ont rallié près de 200 participants. Parlant d'attraits touristiques de Bécancour, le magnifique Moulin Michel a reçu une aide financière de 50 000 $. Donc, c'est le ministre de la Culture, M. Lacombe, qui a annoncé ça de la voix de son collègue Donald Martel. Donc, on accorde 50 000 $ dans le cadre du 250e anniversaire, rien de moins, du Moulin Michel à Gentilly. Donc, c'est dans le cadre du programme de soutien financier pour le déploiement et rayonnement des projets en commémoration.
Donc, on vise de cette façon-là à accroître le nombre de gestes de commémoration. Par exemple, s'il y a des municipalités qui célèbrent 1 centième, 2 centièmes, j'ai l'impression que ça se fait via ce programme-là. Donc, 31 projets au total ont eu du financement à l'ensemble du Québec. Je me permets de citer Donald Martel. Après 250 ans d'existence, le Moulin Michel est devenu une institution phare pour notre collectivité. Il nous replonge dans notre histoire régionale et il constitue un attrait de qualité pour les visiteurs et les touristes. Je tiens à rendre hommage aux nombreux bénévoles qui ont joué et qui jouent toujours un rôle de premier plan pour assurer sa survie et son rayonnement. Développement durable et économie circulaire. Donc, dans le cadre du développement du parc industriel, de la fameuse filière batterie, on a annoncé une entente de collaboration entre la Cité de l'innovation circulaire et durable, la ville de Bécancour, la Vallée de la transition énergétique, la Société du parc industriel. Donc, il s'agit d'une grande étape pour la ville et ses partenaires, notamment en lien avec l'arrivée de la filière batterie. Je cite Lucie Allard. Depuis plusieurs mois, à l'instar de nos partenaires, nous faisons part de notre désir d'officialiser notre volonté de collaborer et d'unir l'ensemble des forces dans la tête d'un objectif commun. Grâce à cette entente, c'est maintenant chose faite et pour le conseil municipal, cela démontre une fois de plus notre volonté d'être dans l'action pour assurer un développement économique durable sur notre territoire. La ville de Bécancour prend très au sérieux son rôle de vigie et je suis convaincu que c'est en travaillant ensemble que nous pourrons faire progresser l'économie circulaire et ainsi assurer la transition des entreprises vers un modèle plus durable. Toujours à Bécancour, on a depuis quelques mois mis en place une très bonne idée. Ça s'appelle Rayonnement Bécancour. C'est quoi ça? C'est qu'on va organiser, quelques fois pendant l'année, des cérémonies de reconnaissance pour des Bécancourois qui se sont illustrés. Et on a eu en novembre dernier la 2e édition de cette cérémonie-là. Et on a souligné le dévouement, le travail, la passion de citoyens qui font la fierté de la ville. Nommons entre autres Caroline Naubert, qui a participé à une de nos émissions. C'est une triathlète, Nicolas Martel, un jeune cadet cadre qui a remporté la médaille de l'Ordre de Saint-Georges. Aussi, les 2 auteurs du livre « Porteur de flambeau » consacré au hockeyeur Jean-Guy Talbot. Donc, c'est Louis Baudet et Jean-Guy Dubois qui sont les auteurs. Louis Baudet, qu'on a eu l'occasion, on va le passer à un moment donné, il est venu nous parler de Jean-Guy Talbot, justement. On a également souligné Pierre Guillemette, Sylvain Richard et Francis Richard, qui sont propriétaires du cheval Fashion Frenzy. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Fashion Frenzy, qui a offert une bonne performance lors du MGM Younker International Trot. En tout cas, il s'est distingué, disons-le. Julie Desbiens, la sympathique directrice de chorale, mais là, elle n'a pas été nommée pour ça. Elle a été nommée pour son prix Tourisme responsable et durable pour sa roulotte à patates. Elle a gagné ça au prix Excellence Tourisme. C'est un prix québécois, ça, c'est quand même très, très bien pour elle. Vincent Forêt-Richard, qui est un étudiant en doctorat en chiropratique, qui a participé à une mission humanitaire en Bolivie. Bravo, Vincent. Également du groupe Chiffre, Francis Rondeau, Yannick Rondeau et Yannick Paradis, donc des propriétaires de cette entreprise qui s'est taillé une place de choix dans leur domaine. Également l'athlète paralympique Yves Bourque, qui a remporté 2 médailles lors des championnats canadiens de canoë-kayak, qui s'est vu remettre un prix dans le cadre de Rayonnement Bécancour. Stéphane Cormier, malheureusement, qui nous a quittés, qui était professeur de danse country, chorégraphe et animateur de l'émission Cormier Hot Franco, qui avait remporté lors du Gala Country, la dernière édition, il avait remporté le prix émission de radio de l'année. Donc, on lui a remis le prix. M. Cormier, qui a beaucoup fait pour diffuser cette belle culture-là, la culture du country. Donc, on le salue aussi de notre côté de Télécœur. Donc, toutes des gens de la ville de Bécancour qui font la fierté de cette ville-là. Donc, je vous parle du championnat canadien de balle rapide. On est à Saint-Léonard-d'Aston, ici, dans Télécœur,
pas très loin d'ici, ben quand même, quelques mètres. On a un terrain de balle magnifique, le stade de Jean-Yves Doucette. Bien, il sera l'autre, ce stade-là, du 14 au 18 août, du championnat canadien de balle rapide U15 de Softball Canada. Donc, U15, ça veut dire quoi? C'est 15 ans et moins. Donc, on va avoir ça. Aussi, toujours concernant le sport, je fais écho à la superbe initiative de Éric Saint-Louis. C'est qui ça, Éric Saint-Louis? C'est un citoyen de Sainte-Gertrude qui, voyant les performances, comment Samuel Montembeault nous représente très bien, oui, les gens de Sainte-Gertrude, oui, les gens de Bécancour, mais je dirais aussi le territoire élargi. Il est arrivé avec l'idée de faire un panneau honorifique qui se trouverait à l'entrée du village de Sainte-Gertrude. Donc, beaucoup de démarches de son côté. On a commencé à ramasser des fonds et il espère pouvoir dévoiler ce panneau-là où on va retrouver Samuel portant fièrement l'uniforme des Canadiens de Montréal. On voudrait dévoiler ça quelque part au mois de juin. Je vous parle maintenant de votre télévision communautaire. On va parler de nous autres, parce qu'il nous arrive des affaires parfois. On a eu, entre autres, je remercie le ministre Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture, qui nous a accordé une somme dans le cadre du programme d'aide au fonctionnement des médias communautaires. Donc, ça nous permet de poursuivre cette belle mission-là, qui se traduit, entre autres, en faisant des émissions d'information que vous écoutez en ce moment, c'est ce que vous faites. Donc, je remercie également le député Donald Martel et son équipe qui ont été très proactifs dans le développement de Télécœur. Ils ont été très proactifs, comme je disais, très aidants dans nos démarches de financement. Donc, merci Donald, merci aussi à Jean-François Bienvenu, merci à Germain Drouin aussi qui ont travaillé très fort pour qu'on établisse une télévision communautaire ici dans notre territoire. Aussi, une autre nouvelle, on va avoir à partir de cet hiver une nouvelle émission qui va s'appeler Engagement. Ça se passe en collaboration avec la Fondation pastorale du diocèse de Nicolet. Donc, on va y donner place à des gens, des organismes qui ont à cœur une société davantage solidaire, où l'entraide a plus de place. Donc, ça va servir à ça. Aussi, autre grosse nouvelle, depuis le 22 janvier, on diffuse en direct, tant sur le web qu'au Canal 2 de Sogetel, les conseils municipaux de la ville de Nicolet. Et ça, moi, je vais vous dire que ça me rend fier, parce qu'évidemment, une télévision communautaire, c'est ça, c'est de donner place à la démocratie, à l'exercice de la démocratie dans nos milieux, et de la rendre accessible, cette démocratie-là, qui se vit, entre autres, avec nos élus qui se réunissent pour prendre des décisions qui nous concernent. Bien, c'est un gros plus de pouvoir rejoindre plus de gens. Donc, on est venu avec une entente, justement, avec la ville de Nicolet. Je lance l'invitation à d'autres municipalités, si ça vous tente de jaser avec moi, voir si on pourrait faire de même avec d'autres villes du secteur. Donc, c'est ça, on va capter de façon intégrale et diffuser les conseils municipaux qui vont être représentés après avoir été en direct en rediffusion et qui vont se trouver sur le web pour visionnement au moment que vous voulez. Donc, c'est très important, et je remercie justement Geneviève Dubois, les conseillers municipaux qui ont acquiescé à cette demande, et aussi l'équipe de la ville, entre autres Sébastien Durgeon, qui a été un grand facilitant dans la mise en place là, de la quincaillerie, hein, parce que là, on installe des caméras du monde, etc. C'est quand même du travail. Donc, je les remercie. Puis, je remercie aussi l'équipe qui permet de faire ça, nos caméramans, Éric aussi de l'équipe technique, Nathalie, Christian, qui ont travaillé fort pour qu'on puisse faire ça avec la ville de Nicolet. Donc, sur ce, je vous dis merci et je vous dis à la prochaine du Bulletin de nouvelles de Télécœur.
Derrière chacune de tes passions, il y a une foule d'options. Découvre le métier qui te ressemble.